Très bien. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré à la solution ESGO de reporting RSE. Je suis Ludovic Reynaud, je suis l'un des associés de ReportWise et plus particulièrement en charge du développement de notre offre RSE. Et je suis accompagné de Stanislas Caudrelier, qui est directeur de notre practice Disclosure Management et RSE, ainsi que de Arnaud Connet, qui est expert en reporting RSE et en Disclosure Management, et qui a conduit de nombreuses missions de mise en place de la CSRD sur l'année dernière. Vénitia, qui est consultante RSE et qui a travaillé également avec Arnaud sur la mise en place de ces missions, et Shafia Amish, qui est chef de projet RSE, qui est intervenu dans de nombreux groupes sur la mise en place et la structuration de la démarche RSE. Alors, avant de démarrer, juste quelques petits mots sur ReportWise. ReportWise, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans le pilotage de la performance. Nous existons depuis 2009. À l'origine, c'était surtout de la performance financière et depuis 4 ans, nous avons élargi notre activité vers le pilotage de la performance extra-financière, donc RSE. Nous comptons une centaine de consultants, à peu près 200 clients, à la fois des grands groupes, des ETI, quelques PME également, et nous avons un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros. Notre expertise est centrée sur la consolidation statutaire et le management reporting, tout ce qui est FP&A, planification, simulation, analyse financière, le disclosure management et le reporting RSE. Ce qui est important également à signaler, c'est que depuis mai dernier, nous appartenons à un groupe plus important de conseils et de services, le groupe Avale, qui est un groupe italien basé à Milan, qui a à peu près 3500 consultants dans le monde et 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans ce groupe, il y a une filiale qui s'appelle ESGO et qui propose, qui développe et qui propose la solution à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. Je vais passer la parole à Shafia juste pour faire, avant de démarrer, un rappel de quelques éléments de contexte sur le reporting RSE aujourd'hui. Merci Ludovic. On va faire un petit tour d'horizon du contexte et des enjeux actuels en matière de l'information ESG. Vous l'avez certainement constaté tous, les entreprises elles sont confrontées à une pression croissante sur les informations ESG. D'un côté, la réglementation qui devient de plus en plus exigeante, des référentiels qui se multiplient, et d'un autre côté, les attentes des parties prenantes, que ce soit les actionnaires, les institutions financières, qui, elles, deviennent très attentives aux informations ESG des entreprises et aussi à la transparence. En matière de réglementation, on va faire un petit focus sur la CSRD, puisque c'est l'actualité du moment. Ça a bien occupé, on va dire, l'actualité depuis ces derniers mois et a beaucoup préoccupé les entreprises. Donc, la CSRD est une directive européenne qui a pour but vraiment de révolutionner un petit peu le reporting ESG. Et l'objectif est d'intégrer des nouvelles mesures en matière de politique, action et aussi d'indicateurs. Le but aussi, c'est surtout d'uniformiser le reporting à l'échelle européenne et donc de rendre l'information de la durabilité beaucoup plus accessible. C'est une directive qui se substituera à la NFRD, transposée dans le droit français par la DPEF. Donc, avec cette directive, les entreprises sont tenues à fournir beaucoup d'informations très précises, très pointues, et aussi à réaliser des analyses auxquelles elles n'étaient pas confrontées avant, notamment avec l'impact des activités de l'entreprise sur la société et l'environnement,
avec un focus climat, et d'un autre côté aussi réaliser l'impact de ces enjeux-là sur les activités de l'entreprise. Autrefois, les entreprises réalisaient des analyses de matérialité. Aujourd'hui, on parle d'analyse de double matérialité. Donc, c'est à partir de là qu'émerge le concept de double matérialité. Voilà. Donc, en plus de ces analyses, il y a un niveau d'indicateurs très poussé qui sont identifiés dans les ESRS, donc des indicateurs qui doivent à la fois être tracés, cohérentes et aussi auditables. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, c'est une directive très lourde, très contraignante pour les entreprises. Il y a eu beaucoup de critiques face à cette directive qui était très difficile à mettre en œuvre pour beaucoup d'entreprises. Donc, pour répondre à ces critiques, la Commission européenne a proposé un assouplissement porté sur principalement 4 axes. Le premier, c'est réduire le champ d'application de cette directive. C'était parti sur les entreprises de plus de 500 salariés. Aujourd'hui, on parle plus d'un scope d'entreprises de plus de 1000 salariés, ce qui réduit vraiment significativement le champ d'application et retirer 80% des entreprises initialement visées. Elle propose également d'alléger tous les ECRS, les 12 qui étaient vraiment très développés en matière d'information et d'indicateurs ESG. Et il s'agirait également de supprimer les normes sectorielles. Pour les entreprises de plus petite taille, la Commission européenne propose un référentiel volontaire qui est plus adapté et beaucoup plus facile à mettre en œuvre, qui est la VSME. Un dernier point qui a été voté hier d'ailleurs, le report des obligations de la CSRD et du devoir de vigilance, donc qui est passé à 2 ans. On parlerait donc de reporting à 2028 au lieu de 2026 et 2027 comme initialement prévu. Voilà, donc un allègement de la directive, mais très certainement une directive qui sera maintenue. On en saura plus dans les prochaines semaines. Alors, un assouplissement, mais pourquoi structurer son reporting? C'est la question que beaucoup d'entreprises se posent, notamment si la réglementation recule. Faut savoir que structurer son reporting, c'est au-delà de la conformité réglementaire, bien sûr. Ça permet vraiment de piloter sa performance ESG et aussi de garantir une fiabilité des données et de l'information ESG de façon générale. Donc, sa traçabilité, l'auditabilité, ça permet aux entreprises d'être beaucoup plus transparentes et donc d'améliorer significativement leur réputation et d'avoir accès beaucoup plus facilement à des financements verts, par exemple les green bonds. C'est aussi un très bon moyen d'anticiper et de gérer les risques ESG pour l'entreprise. Voilà, globalement, structurer son entreprise, c'est vraiment l'inscrire dans une trajectoire de durabilité. Alors, avant de passer à la démo, la partie démo, on va juste rappeler les quelques éléments clés de la solution ESGO. Donc ESGO, c'est une solution SaaS qui est proposée sur des technologies Microsoft. Donc on est sur de l'Azure. Et donc c'est facile à déployer puisqu'on a juste besoin d'un navigateur pour se connecter. La solution est centrée sur la collecte, la fiabilisation et la centralisation des données. Donc l'idée, c'est vraiment de remonter les données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, et qu'elles concernent tous les domaines environnement, RH, gouvernance. La solution permet de simplifier et d'automatiser les processus. Donc, elle est basée sur un workflow collaboratif. Elle permet de s'interfacer avec des outils tiers, en sachant que très souvent, une partie des données existe déjà dans le système d'information des groupes et il faut la récupérer, la centraliser. La solution permet aussi de suivre et de documenter l'analyse de double matérialité pour assurer le cadre du reporting. Elle inclut vraiment la production du rapport final
de durabilité et elle contient déjà les différents frameworks. Donc, elle contient le référentiel de la CSRD. Elle est on est en train de développer le référentiel simplifié dont on a parlé, VSME. Mais elle contient aussi le référentiel GRI ou le référentiel SASB. Donc vraiment, en termes de référentiel, c'est vraiment important. On a déjà dans la solution ces référentiels et ils sont également maintenus dans le temps. Donc ça répond à la conformité réglementaire. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a vraiment une auditabilité, une traçabilité de l'information au sein de la solution, ce qui est un des éléments importants par rapport à l'audit de ces informations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ReportWise vous accompagne au cours du projet pour déployer cette solution et la maintenir. Donc, on a des consultants qui connaissent la solution et qui connaissent également la RSE. Un petit mot avant de passer vraiment dans la démo sur les références. Donc, c'est une solution qui existe déjà depuis plusieurs années, depuis 5 ans. Donc au départ, pas sur la CSRD, mais sur d'autres référentiels, comme le GRI. Elle a plus de 120 clients actifs, 25 000 utilisateurs finaux dans le monde et une bonne partie des projets dans des grands groupes. Vous avez un exemple de référence sur la droite. Il y a par exemple l'équivalent de la SNCF italienne qui est cliente de cette solution. Donc, une solution éprouvée et qui a permis déjà à pas mal de groupes sur cette année de produire leur CSRD. Voilà, donc on va passer maintenant à la démonstration de la solution. Pour des raisons d'efficacité, pour vraiment tenir le timing, on va faire l'ensemble de la démo et on prendra les questions à la fin. Vous pouvez en poser dans le chat au fur et à mesure, mais on y répondra plutôt à la fin. Avant juste de passer à la démo, nous, on a fait le choix de vous faire une démonstration avec des exemples concrets des différentes phases de reporting ESG avec la collecte des données quantitatives et qualitatives. Nous verrons également le traitement des données quantitatives en masse qui est souvent très utilisé en entreprise avec les gros volumes d'indicateurs. Et enfin, la phase de restitution avec la préparation des tableaux de bord et aussi la production du document final. Donc, je laisse la parole à Vinicia et Arnaud nous montrer comment tout cela se concrétise dans l'outil. Merci, Shafia. Alors, on démarre cette démonstration sur la page d'accueil de SGO. Qui centralise les différents modules de la solution. Il faut savoir que pour cette démonstration, on va se concentrer sur la partie collecte de données et restitution. Mais je vais rapidement survoler les différents modules de la solution pour que vous voyez de quoi elle est capable. Le premier module qui va nous intéresser est le module administration. C'est ici que l'on va venir créer nos groupes d'utilisateurs, nos unités organisationnelles. C'est ici que l'on va venir configurer nos unités de mesure. Mais également définir les périodes de nos campagnes, donc trimestriellement, par semestre ou annuellement. Le second module qui va nous intéresser ici est le module donc sécurité. C'est ici que l'on va venir justement configurer les permissions des groupes d'utilisateurs que l'on a créés dans le module administration. Et donc, voilà, on va pouvoir venir attribuer des permissions au niveau du groupe de l'utilisateur. Donc, on voit par exemple là, administrateur ReportWise a accès à l'ensemble de ses campagnes, mais également au niveau de l'utilisateur. Donc, on voit que je vais sélectionner Shafia et on voit que Shafia elle n'a accès qu'à ces deux processus. Donc voilà, je vais passer donc, à la partie donc, restitution. Les permissions sont gérées exactement de la même manière pour les documents. Donc encore une fois, au niveau du groupe et au niveau de l'utilisateur. Le troisième module qui va nous intéresser est donc le module enquête. Il est particulièrement apprécié par les clients SGO. Donc on sait voilà, que le processus de double matérialité et le reporting financier en général
demande d'impliquer les différentes parties prenantes, notamment de la chaîne de valeur, les fournisseurs par exemple. Et donc voilà, ce module, il va venir nous permettre de créer des questionnaires pour voilà, l'enquête de double matérialité, mais voilà, permettre de récolter de la donnée au niveau des fournisseurs et donc de réinjecter finalement les données récoltées dans nos indicateurs pour notre reporting extra-financier. La solution ESGO, elle est préconfigurée avec les différents référentiels, comme Ludovic l'a dit, CSRD, VSME, GRI. Et donc, ces référentiels, ils sont mis à jour dans le temps, ils sont maintenus par l'équipe de ESGO. Et donc, la phase de paramétrage, finalement, c'est de la personnalisation quant à votre contexte, à la granularité que vous souhaitez apporter pour votre campagne de collecte de données, quant au vocabulaire que vous souhaitez voir sur la plateforme. Et donc, voilà, la phase de paramétrage, finalement, c'est de la personnalisation. Donc, voilà pour le module d'accueil de SGO. On va donc passer donc, à la collecte de données. Dans le vif du sujet, je vais sélectionner ma campagne. Et donc, voilà, on a ici notre structure organisationnelle sur la gauche. Et donc, on voit que la campagne, elle se fait, elle peut se faire au niveau la récolte peut se faire au niveau du site de la ville, mais aussi des BU d'une activité, et bien évidemment au niveau du groupe où on aura une consolidation native et automatique des données. Donc, cette structure, elle est complètement flexible, elle est modulable, elle s'adapte évidemment à vos besoins, au contexte de votre entreprise, et donc à savoir qu'on peut aller à un niveau très fin au sein de cette hiérarchie. Donc, en tant qu'administrateur, je vais pouvoir venir notifier mes utilisateurs, mes collaborateurs, que la campagne ESG va démarrer. Et donc, je vais venir sélectionner mon groupe d'utilisateurs ou d'ailleurs seulement certains utilisateurs. Donc, je vais venir ici sélectionner Jawad, qui fait partie de la BU de Lyon, et qui va donc venir saisir des indicateurs, des informations générales et sociales. Donc voilà, on va lui notifier que la campagne ESG 2025 démarre. Et je vais pouvoir venir paramétrer ces notifications, donc voilà, en fonction du jour ou de l'heure que je souhaite qu'il reçoive ces notifications. Si on veut que cette notification soit récurrente, alors peut-être pas une fois par jour, mais une fois par semaine. Et donc, on va envoyer cette notification. Toujours en tant qu'administrateur, je vais pouvoir venir utiliser la fonctionnalité de Interact As, qui est donc voilà, se mettre dans la peau d'un utilisateur et finalement voir le paramétrage que l'on a fait. Donc voilà, je vais venir sélectionner Jawad, comme je disais juste avant, il est donc contributeur de la BU de Lyon. Et il vient donc saisir des indicateurs du référentiel de la CSRD, donc particulièrement information générale et des indicateurs de la partie sociale de la CSRD. Donc voilà, on voit que Jawad il est restreint dans la vue qu'il a de la plateforme. Donc on voit qu'il n'a accès qu'à la BU de Lyon et finalement aux indicateurs qui sont attribués justement à cette BU, que l'on voit voilà, juste ici. Et donc, juste en haut, on a le tableau de bord de Jawad. Et donc, voilà, on a la progression de ces tâches qu'il va pouvoir suivre au fur et à mesure. Donc, il y a 83% des tâches qui ont été non démarrées, 17% qui sont en cours, 0 ont été soumises et donc 0 ont été approuvées. On va maintenant voilà, aller sur le task board qui est juste ici. Et donc, qui est finalement la to-do list de Jawad. Donc, on voit que les tâches sont catégorisées donc, en celles qui doivent être commencées par Jawad. Donc, on a un bon nombre.
On a donc les tâches qui ont été envoyées par Jawad, donc seulement 2 ici en l'occurrence. Et dans la troisième partie, il n'y en a encore aucune qui ont été validées. Et donc voilà, à savoir que les approbateurs, les valideurs, ils auront un module ici intermédiaire où ils auront donc les tâches qu'ils doivent valider. Donc voilà pour la présentation générale de la collecte de données. Donc c'est très intuitif pour l'utilisateur et ça lui permet donc voilà, de piloter sa campagne finalement de manière voilà, très, très simple. On va maintenant passer donc à la partie collecte de données, mais voilà, sur la partie qualitative. Donc on sait que la CSRD, c'est à peu près 70% de data points qualitatifs. Et donc voilà, c'est un gros goût pour les utilisateurs, évidemment. Donc on va venir contribuer aux informations générales. On est toujours dans la peau de Jawad. Je vais voilà, venir sélectionner ma campagne. Voilà, on est voilà, sur la BU de Lyon. Et donc, voilà, on a le tableau de bord de Jawad qui est juste ici, avec les différentes métriques auxquelles il doit contribuer sur la droite. Et donc, je vais venir sélectionner le tableau en l'occurrence qui m'intéresse, donc IRO 1, donc les impacts, les risques et les opportunités. Et je vais venir sélectionner ce tableau. Donc, LGO est un outil multilangue. Donc, voilà, on va pouvoir venir sélectionner la langue qui nous intéresse. Donc, voilà, là, on a le français, l'anglais et l'espagnol. Et donc, voilà, l'outil LGO, il permet donc de faire une collecte à l'international, quelle que soit la langue parlée. Donc, voilà, extrêmement pratique voilà, pour que les différents sites puissent participer finalement à cette collecte de données. On va commencer avec les fonctionnalités du tableau que l'on voit juste ici. La première, c'est donc le guide de l'EFRAG. C'est donc voilà, ici qu'on a le référentiel et qui va vraiment venir aider notre utilisateur à comprendre les indicateurs qu'il doit renseigner. On a ici la seconde fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'ajouter une pièce jointe, donc de manière très classique. Voilà, on va pouvoir venir importer notre pièce jointe au niveau du tableau. Et on a donc la dernière fonctionnalité ici qui donc permet aux administrateurs d'ajouter des notes finalement pour que l'utilisateur puisse avoir une indication supplémentaire de la manière dont il doit renseigner justement son indicateur. Donc on a ces fonctionnalités au niveau du tableau, mais également au niveau de l'indicateur en lui-même. Donc on voit que si voilà, je clique sur une cellule, on a les mêmes fonctionnalités juste en dessous. Donc voilà, encore une fois, la possibilité d'ajouter une pièce jointe au niveau de l'indicateur. On peut également ajouter des notes, encore une fois. Et on a cette fonctionnalité supplémentaire ici qui est donc l'historique de la cellule. Je vais aller sur une cellule qui est plus intéressante. Voilà. Et donc, on va avoir voilà, la date, l'horaire, l'auteur du changement. Et donc, à savoir que voilà, on va pouvoir voir typiquement si ça a été, voilà, si le changement ou si d'ailleurs la saisie de la cellule était issue d'une saisie manuelle ou d'un import Excel, par exemple. Voilà pour l'historique de notre cellule. Donc voilà, on voit que Jawad il a commencé à renseigner ce tableau, mais il n'a pas complètement terminé. Donc je vais maintenant voilà, remplir cet indicateur. Donc je vais ouvrir ma cellule. Et donc je vais pouvoir venir rédiger mon indicateur. Donc voilà, juste ici. On a également la possibilité, donc comme on peut le faire de manière très classique, c'est commencer à rédiger son travail dans la partie Word, enfin dans Word, et donc je vais pouvoir venir copier le travail que j'ai commencé à effectuer et le coller voilà, dans
dans mon indicateur. Et donc, voilà, on voit qu'on a toutes les fonctionnalités de Word. Et je vais également pouvoir tout simplement venir importer directement un fichier Word juste ici. Donc, je vais confirmer et je vais enregistrer ma donnée juste ici. Donc, voilà. On voit que l'indicateur, les indicateurs qui sont les données qui sont juste ici, elles sont en bleu. Et donc, voilà, cette couleur, finalement, elle est configurée donc, par rapport justement à un code couleur qui vient justement nous aider à suivre les étapes du workflow. Donc, on voit que là, on est en bleu, donc ça veut dire que la donnée, elle est encore en cours, on va dire, de rédaction par Jawad. Lorsque Jawad aura complété sa donnée, la donnée sera donc en rose, et une fois qu'elle a été soumise, elle ne peut plus être changée, puisque donc c'est au validateur de valider la donnée de Jawad. Et donc, on a l'explication de ce code couleur dans le panel juste à droite ici, donc avec l'explication du workflow. Voilà. Donc voilà pour la partie qualitative. La partie qualitative qui est donc extrêmement intuitive pour l'utilisateur. Voilà. On passe maintenant donc à la partie, donc toujours la partie sociale, cette fois-ci quantitative, où on va vous illustrer justement les alertes et les consolidations. Donc voilà, on est toujours dans la peau de notre utilisateur Jawad, comme on le voit juste voilà, en haut. Et je vais venir encore une fois donc, dans le module collecte de données, sélectionner mon processus, ma campagne. Et je vais venir donc au niveau de la BU de Lyon, sélectionner mes tableaux. Donc, en l'occurrence, les effectifs de la BU de Lyon, ainsi que les indicateurs liés à la diversité au sein du top management. Et je vais donc rajouter au niveau du groupe ce même tableau pour que l'on puisse voir justement la consolidation. Donc voilà, on a ce tableau S1-6, donc on voit qu'il est donc voilà, ce sont les effectifs de la BU de Lyon, comme on le voit juste ici, donc avec 106 femmes, 95 hommes, pour un total donc de 201 employés. On retrouve encore une fois ce code couleur, donc on voit qu'on a 55 qui est en bleu, donc c'est une donnée qui est encore en cours par Jawad, et donc on a le 45 ici qui a été pour le coup complété. On voit qu'on a également des cellules finalement qui sont sur fond blanc et qui indiquent qu'une saisie est possible. Et on a juste ici donc les cellules grisées qui indiquent qu'il y a une formule qui est derrière. Donc si je clique juste ici, on va voir le détail de la formule. Donc en l'occurrence, c'est une somme. Savoir qu'on a ces calculs intelligents voilà, pour les sommes, des ratios, des pourcentages. Voilà, on a bien donc on voit 106 femmes finalement en termes d'effectifs pour la BU de Lyon. Et je vais venir maintenant dans le tableau pour la diversité finalement au sein du top management et je vais volontairement venir mettre une donnée supérieure à celle-ci. Voilà, je vais mettre 167 femmes. Et donc, voilà, on voit qu'on a une alerte qui vient finalement notifier Jawad qu'il est en train d'insérer une donnée qui est incohérente. Et donc, on a l'explication de l'alerte juste à droite sur ce panel. Donc, en l'occurrence, on est sur une alerte qui est bloquante puisque Jawad ne peut pas enregistrer son travail. Et donc, à savoir que voilà, il y a beaucoup d'alertes qui sont déjà préenregistrées, préconfigurées dans le SGO, mais on va pouvoir venir enrichir ces alertes, encore une fois, si vous le souhaitez. On peut demander justement des notes ou à l'utilisateur d'attacher une pièce jointe, par exemple, pour qu'il puisse justement enregistrer et passer à l'étape suivante. On va maintenant parler justement de consolidation de ces données. Donc, je vais repasser donc, sur le tableau qui rassemble les effectifs de la BU de Lyon. Donc, on voit qu'on a donc justement 106 femmes.
Et donc, voilà, si on vient faire justement une modification, on va voir que au sein des effectifs, donc au niveau du groupe, cette fois-ci, on va bien GP le groupe, où on a donc 171 femmes, 152 hommes pour un total donc, de 323 employés. Donc, voilà, ce tableau de groupe, finalement, il vient faire la consolidation des BU de Londres, de Shanghai, de Lyon. Et donc, voilà, si je vais venir, lorsque je viens finalement modifier ma donnée au niveau de la BU de Lyon, je vais rajouter quelques femmes à l'effectif. On va passer à 90 femmes. Je vais venir enregistrer mon travail, juste ici. On repasse au niveau du tableau, au niveau du groupe. Je vais venir actualiser mon tableau. Et donc, on voit que la donnée vient justement s'actualiser. On est passé donc à 206 femmes et 358 employés au total. Donc voilà pour la consolidation dans l'outil USGO, voilà, qui est native. La consolidation, elle se fait, comme je vous l'ai dit, pour des sommes, mais également sur des ratios, des pourcentages. Et donc voilà, l'utilisateur va finalement venir insérer une donnée, mais cette donnée, elle va alimenter plusieurs tableaux. Voilà, on va passer maintenant à la partie de la collecte de données, mais cette fois-ci environnement. Donc voilà, on va venir sélectionner notre utilisatrice, donc cette fois-ci de la BU de Londres, qui va venir renseigner des indicateurs de la partie justement environnement. Je vais venir sélectionner Shafia. Je vais recliquer sur le module donc collecte de données, venir sélectionner mon processus. Et donc voilà, on a maintenant le tableau de bord de Shafia. Elle a plus avancé que Jawad dans ses tâches. Et donc, voilà, je vais venir sélectionner le tableau qui nous intéresse. Donc, juste ici, les consommations d'énergie, le détail du scope 1, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, dans ce premier tableau, on a finalement un tableau qui va nous servir de base pour calculer notre bilan carbone, où on va pouvoir venir insérer les données liées à nos consommations d'énergie. On a ici le détail voilà, des consommations d'énergie non renouvelables. Et puis, si on descend, on a évidemment, encore une fois, le détail, cette fois-ci pour les sources d'énergie renouvelables. Et on a donc, si on descend complètement, le total de ces consommations d'énergie. Si je bascule sur le tableau, donc détail de Londres, je crois qu'on a donc ici voilà, le détail, le scope 1 des émissions de la BU de Londres. Et donc, voilà, encore une fois, qui sont catégorisées donc, voilà, sous les énergies non renouvelables, issues de sources non renouvelables, avec le total du scope 1 juste ici. Je vais revenir dans mon premier tableau où je vais venir modifier ma donnée finalement de la quantité de charbon qui est utilisée voilà, pour le chauffage. Je vais venir insérer ma donnée juste ici. Donc voilà, la donnée finalement du total de charbon utilisé va évidemment venir s'actualiser juste ici. Je vais enregistrer mon travail. Et on va rebasculer sur le tableau du détail du scope 1. Où je vais venir actualiser mon tableau. Et donc, on a la donnée qui vient voilà, justement s'actualiser juste ici. Donc, sur cette colonne, on a le détail des consommations d'énergie de la baie de Londres. Et sur cette seconde colonne, donc, quantité tonnes de CO2 équivalent, on a donc les émissions de gaz à effet de serre issues de ces consommations. On voit que c'est une cellule grisée. Et donc, quand on clique dessus, on a la possibilité de voir la formule
qu'il y a juste derrière. Donc, je vais ouvrir, voilà, je vais cliquer dessus. Et donc, on a la quantité qui est forcément donc, multipliée par le facteur d'émission qui est déjà préconfiguré dans ESGO. Donc, voilà. Juste au-dessus, je vais cliquer sur la culture. Voilà, la fonctionnalité culture, elle permet de modifier en fait en masse les unités de mesure associées justement à chacune de ces cultures, donc extrêmement pratique du point de vue de l'utilisateur, encore une fois sur les campagnes à l'international. Donc si je viens cliquer sur, voilà, sur le module français, on a donc les unités de mesure qui viennent de changer en tonnes équivalent de CO2, et donc voilà, le facteur d'émission qui a également changé. Donc voilà pour le détail du scope 1. Donc on voit que voilà, notre pays de Lyon a un total de 241 tonnes. Et je vais venir maintenant voilà, basculer sur notre tableau du scope 1, 2 et 3 au niveau des émissions de gaz à effet de serre. On voit ce tableau donc, avec l'année N, mais également voilà, les objectifs 2025, 2030 de notre pays de Lyon. Et donc, voilà, je vais venir encore une fois actualiser notre tableau et on va voir que la donnée va venir juste ici se consolider. Voilà, ça c'est comment on passe finalement des consommations d'énergie à notre bilan carbone finalement. Au niveau voilà, de la baie du Londres et puis l'étape supérieure, donc évidemment au niveau du groupe. Voilà comment les facteurs d'émission sont gérés dans ESGO, donc à savoir qu'ils sont préconfigurés, mais on peut également évidemment en importer. Également, on vous a également montré donc, voilà, tout ce qui est unité de mesure, encore une fois extrêmement pratique pour les collectes à l'international du point de vue de l'utilisateur. Et donc, voilà, on a une consolidation des données carbone. Donc, ESGO permet réellement de calculer son bilan carbone. Voilà. Je vais maintenant passer la main à Arnaud, qui va nous montrer voilà, comment on gère voilà, les imports en masse au niveau de la collecte de données. Merci Vénitia. Effectivement, concernant les données quantitatives, surtout, dans la majorité des cas, on va éviter de faire de la saisie manuelle pour pouvoir se connecter directement aux systèmes sources qui vont alimenter justement la solution. Donc, on a deux modalités d'import de ces données. Une première modalité qui concerne une automatisation complète avec des interfaces de type API. Et donc, effectivement, c'est un projet informatique qu'il faut développer entre ESGO et la source de données spécifique. Et la deuxième modalité, c'est justement de pouvoir s'appuyer sur Excel et d'utiliser les fonctionnalités d'Excel pour automatiser au maximum le processus de collecte de ces données et ensuite d'importer en masse ces données dans ESGO. Et effectivement, cette deuxième modalité est plus à la main des utilisateurs et des administrateurs fonctionnels que la première modalité. Alors, simulons cette deuxième modalité. Donc, on va toujours dans le menu ESGO à se focaliser sur le menu collecte de données. Et en fait, ce qu'on va faire dans ce menu, on va venir télécharger le modèle de fichier ou le modèle de tableau qu'il faudra automatiser dans la solution. Donc, comme vous l'avez montré, Vénitia, on vient dans ce menu collecte de données sélectionner pour les entités qui doivent être concernées le tableau qui va bien. Donc, je vais me focaliser sur le S16 également. Sélectionner deux entités, donc je vais simuler l'import en masse des données de Toulouse et de Bordeaux. Donc évidemment, le tableau est identique pour ces deux entités et c'est effectivement actuellement des saisies manuelles, mais plutôt que d'envisager une saisie manuelle ici, on va plutôt télécharger le modèle en format Excel pour pouvoir l'exploiter côté Excel. Là, vous pouvez constater effectivement qu'il y a des zones de saisie qui sont préparamétrées, des zones de calcul préparamétrées et qui nous permettront donc d'automatiser au maximum justement la collecte de ces données. Donc, le processus que nous allons mettre en place là, c'est créer un fichier Excel en amont de la campagne et pouvoir connecter tous les tableaux des entités à notre source de données Excel ou CSV qui viendra de notre système source. Dans le cas de figure actuel, je vais simuler l'import de données qui viendrait de SAP. Donc, on va faire un export de SAP en format Excel et rapatrier ces données Excel dans ce fichier Excel qui contient, donc, comme vous pouvez le voir ici, deux onglets pour Toulouse et Barcelone. Donc, les fonctionnalités Excel, évidemment, c'est l'import de données à partir de classeurs de données. Donc, en faisant cette connexion, on va pouvoir actualiser la donnée SAP automatiquement depuis Excel.
en cliquant sur un bouton de refresh. Donc, je crée tout d'abord ma connexion avec mon fichier Excel exporté de SAP. Je vais pouvoir sélectionner effectivement dans ce fichier Excel l'onglet qui me va bien. Donc, effectivement, actuellement, dans mon export, il n'y avait qu'un seul onglet. Et je vais le charger dans Excel. Donc là, on va pouvoir constater que l'onglet, voilà, contient des données, disons, unitaires avec la connexion de données tout à droite. Donc, je renomme mon onglet pour pouvoir justement alimenter mes tableaux finaux, donc en HR source. Et dans mon onglet paramètres, puisqu'il s'agit d'un fichier pré-paramétré, je vais juste venir changer l'onglet source de mes tableaux de données. Et là, vous pouvez constater que aussi bien dans la partie Toulouse que dans la partie Barcelone, les données ont bien été mises à jour avec les données de SAP. Et côté ESGO, je vais tout simplement venir uploader mes deux grilles de tableaux, donc mon fichier Excel complet, et qui va importer en une seule fois l'ensemble des données de Toulouse et de Barcelone. Et cela peut être valable également pour 10, 20 ou 30 entités. Là, j'ai la confirmation que mes imports ont bien été réalisés et qu'il n'y a pas d'erreur, hormis effectivement le fichier HR Source qui n'est pas connecté dans l'outil. Ensuite, une fois que je vais cliquer sur le rafraîchissement des tableaux, je vais pouvoir voir tout de suite l'impact de la donnée dans le tableau. Je n'ai pas besoin de sauvegarder la donnée puisqu'il s'agit d'un import et automatiquement, la donnée peut être ensuite validée via le workflow comme vous a montré tout à l'heure Vénitia. Donc, voici comment se processe en fait un import de données en masse. Et bien évidemment, nous sommes dans une technologie Excel et effectivement, tout est possible dans la partie Excel dans la mesure où on pourrait imaginer des connexions automatiques à des systèmes sources de type SAP, de type Snowflake qui permettent justement d'automatiser au maximum ces processus. Je vais basculer maintenant sur la partie restitution. Donc, maintenant qu'on a collecté la donnée, nous allons chercher à restituer la donnée dans le rapport de durabilité. Pour cette restitution, comme vous le précisez en amont, Shafia, nous avons deux modalités de restitution. Une modalité qui est dans ESGO et une seconde modalité qui est côté CDM. Donc, ici, nous allons voir la partie CDM. L'avantage de CDM, c'est que nous allons pouvoir utiliser Excel et Word pour piloter ce processus. Donc, commençons tout d'abord par la partie Excel. Donc, lorsque nous sommes dans Excel, dans le menu de gestion des données Excel, nous avons des boutons d'action qui nous permettent de manipuler ce fichier Excel et de l'ouvrir depuis ESGO CDM. Donc, tout l'enregistrement, tous les fichiers vont être stockés dans ESGO CDM et non pas dans la partie locale. Donc là, ce que vous pouvez constater ici, c'est qu'on a un tableau de répartition des effectifs par genre qui est cette fois-ci géré dans Excel et dans laquelle on va pouvoir définir une mise en forme, une charte graphique comme on le souhaite. Et nous allons nous appuyer aussi sur les fonctionnalités d'Excel pour pouvoir interagir avec la partie Word. Notamment ici, nous allons pouvoir nommer ce tableau en S1601 pour utiliser ce nom comme étant la référence de lien. Il est possible aussi de nommer des cellules. Imaginons que nous souhaitons utiliser le nombre des effectifs dans plusieurs phrases au sein du rapport de durabilité. On va pouvoir nommer cette cellule comme headcount. Et ici, je vais simuler, par exemple, la création d'une nouvelle référence que je vais appeler nombre de femmes, donc headcount female. Grâce à ces zones de nom, je vais pouvoir automatiser l'intégration de notre chiffre dans le texte automatiquement et leur future mise à jour dans le document final. Et dans la partie Excel, comme vous pouvez le constater ici, nous avons des formules Excel qui nous permettent d'automatiser la récupération des données dans notre tableau. Et bien entendu, ces données viennent directement de ESGO. Alors, ESGO propose un add-in qui est accessible depuis le store de Microsoft. Et une fois qu'on se connecte à notre campagne qu'on a vue tout à l'heure avec Vénitia, nous allons pouvoir ici charger les données qui auront été collectées en amont pour ensuite pouvoir être actualisées au fur et à mesure de la campagne. Donc ici, je vais par exemple rapatrier les données du S16 que nous avons vu préalablement pour pouvoir automatiquement les intégrer dans notre tableau de restitution. Donc, dans un onglet à part, on va charger d'abord les données qui viennent de SGO CDM, de SGO. Comme vous pouvez le voir, les données arrivent en vrac. On va renommer l'onglet parce qu'il s'agit des données de Lyon. Et dans notre tableau de restitution, je vais spécifier qu'il s'agit donc des données de Lyon pour pouvoir les rapatrier dans notre tableau. Et automatiquement, le tableau est mis à jour. Et après, on a juste à enregistrer notre fichier Excel comme on aurait fait en local. Les données s'enregistrent dans ESGO CDM et sont prêtes ensuite à être restituées dans la partie Word.
Concernant la partie Word, donc vous voyez, j'ai une interface ici qui va me permettre de naviguer dans mon rapport de durabilité. Donc, nous avons préparamétré un rapport de durabilité avec une arborescence qui est découpée en fonction du workflow qu'on souhaite mettre en place. Donc, on va permettre ainsi à plusieurs personnes de travailler en parallèle sur plusieurs parties du document et de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil que vous pouvez voir au-dessus. Donc, on a plusieurs boutons d'action qui permettent de facilement savoir où est-ce qu'on en est de notre processus. Donc, commençons d'abord par ce bouton propriété. En fait, le bouton propriété va nous permettre de définir des éléments homogènes et de pouvoir avoir un rapport de durabilité qui tient la route à la fin du process. Donc, par exemple, on va pouvoir modifier le format des nombres, on va pouvoir définir les workflows et les niveaux d'approbation du document. Donc, est-ce qu'il s'agit de 1, 2 ou 3 niveaux? Ici, nous allons pouvoir charger une charte graphique Word qui nous permettra d'avoir la même mise en forme de la page 1 à la dernière page. Nous allons pouvoir aussi utiliser, comme on l'a vu tout à l'heure, les références. Donc, c'est ici qu'on retrouve en fait les headcounts, les nombres de femmes qu'on a créés tout à l'heure, afin de les utiliser dans le texte, dans toute ou partie du document. On a aussi une fonctionnalité qui est juste à côté qui permet justement de définir au niveau du workflow des mails, des relances automatiques. Et on va pouvoir donc, pour les soumetteurs ou pour les approuveurs, les relancer de manière automatique en fonction de l'avancement du processus. Lorsque nous travaillons dans ESG-OCDM, nous pouvons travailler de deux manières. Soit nous travaillons du niveau fin au niveau le plus haut, donc c'est-à-dire par exemple commencer par travailler sur les caractéristiques des travailleurs et ensuite les consolider dans le social pour ensuite être consolidés dans le rapport de durabilité. Soit nous pouvons travailler du niveau le plus haut pour descendre ensuite au niveau le plus fin. Et vous allez voir qu'on a les deux boutons d'action qui sont tout en haut et qui nous permettront de travailler selon ces deux modalités. Commençons par ouvrir d'abord ce fichier Word caractéristiques des travailleurs. Donc là, étant donné qu'il s'agit d'un document Word, vous connaissez Word, vous pouvez travailler comme vous le faites habituellement, écrire vos phrases, faire des copier-coller et même utiliser en fait finalement tous les menus de Word que vous connaissez avec les mises en forme classiques, mais aussi utiliser aussi la charte graphique, donc avec les styles de police que nous avons juste à droite. Alors, les styles de police peuvent être évidemment embarqués par la charte graphique que nous pouvons importer en masse dans la solution. Lorsque nous finissons de travailler, nous enregistrons le document, comme on l'aurait fait auparavant, et on ferme le document. Alors, effectivement, dès qu'un document est modifié, on a une icône qui précise que le document a bien été modifié ici, c'est la flèche qui monte, ce qui signifie que le document est modifié au niveau le plus fin, mais doit être combiné dans le niveau intermédiaire social, qui lui-même va ensuite être combiné dans le rapport de durabilité consolidé. Et pour le combiner, on a tout simplement à cliquer sur le bouton combiner, et cela va réaliser l'opération de combinaison dans la partie qu'on aura sélectionnée. Et vous pouvez constater que la flèche a disparu. Et lorsque nous ouvrons le fichier social, nous voyons qu'à l'intérieur, toutes les nouvelles phrases qu'on a écrites dans la partie du niveau fin sont bien rapatriées dans ce document social. On peut faire aussi l'inverse. Imaginons qu'on doit faire une relecture du chapitre social. Nous travaillons directement à ce niveau-là. Nous faisons notre mise à jour dans ce niveau intermédiaire. Et cette fois-ci, plutôt que de modifier le niveau fin, nous allons donc enregistrer ce fichier intermédiaire social pour pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle un push au niveau des niveaux fins. Donc, l'idée, c'est de simuler la relecture de quelqu'un qui travaille au niveau le plus haut pour ensuite envoyer les informations au niveau le plus fin. Donc là, je ferme mon document et je vais cliquer cette fois-ci sur le bouton Push qui est juste à droite pour pouvoir envoyer les informations dans les sous-documents qui se situent dans la partie sociale. Et désormais, après actualisation de l'interface, lorsque nous allons ouvrir maintenant le document de caractéristiques des travailleurs non salariés, nous allons pouvoir constater que l'information saisie dans le nœud a bien été rapatriée dans les sous-parties. Donc, fermons cette partie. Et regardons maintenant les autres fonctionnalités de l'outil. En fait, lorsque nous travaillons dans ESG-OCDM, nous pouvons travailler à plusieurs. Et en fait, un peu comme dans SharePoint, chaque élément va être verrouillé et être modifié. Alors, peut-être juste avant, effectivement, j'ai envie de vous montrer la partie tableau. Lorsque nous ouvrons ce tableau, ici, vous pouvez constater que les données sont encore au niveau de Lyon. Tout à l'heure, ce sont les chiffres que nous avions. Je vais vous montrer comment est-ce qu'un tableau va être automatiquement mis à jour depuis le fichier Excel. Donc là, vous voyez, j'ai un menu ESG-OCDM qui apparaît dans la DIN. Je vais ouvrir le fichier Excel directement depuis mon document Word. Donc, on retrouve le fichier Excel qu'on a vu tout à l'heure.
Je vais changer la source pour dire que je passe à une source plutôt intermédiaire, avec des chiffres qui ont changé. J'enregistre mon document Excel et je vais simplement venir rafraîchir mon tableau ou mon document Word pour récupérer les nouvelles données. Vous voyez, on a juste à rafraîchir en fait le document Word pour récupérer les données qui auront automatisé, aussi bien au niveau du tableau qu'au niveau du chiffre. Deuxième méthode de mise à jour, on va simuler la mise à jour directement depuis l'interface web. Donc cette fois-ci, je change la source, j'actualise mon interface CDM, et là, vous pouvez constater qu'à droite du nom du fichier, on a cette fois-ci une flèche de type actualisation qui nous précise que les données ont bien été modifiées dans la source et doivent être actualisées ici dans l'interface du document. En donc cliquant sur ce bouton actualiser, nous allons automatiquement récupérer les nouvelles données qui ont déjà été saisies dans la partie Excel. Donc, on a ces deux modalités pour pouvoir rafraîchir les données qui viennent d'Excel en utilisant soit le Word, soit la partie interface. Donc, à droite encore du document, là, vous voyez tout à l'heure, il y avait des icônes vertes qui précisent en fait que c'est moi qui suis actuellement sur le document. Donc, pour pouvoir piloter le verrouillage et le déverrouillage des fichiers, on a ces deux boutons check-in et check-out qui sont au-dessus. Lorsqu'on fait un check-out, on verrouille le document avec son nom. Et lorsqu'on va faire un check-in, on va venir retirer le verrou. L'idée, c'est d'envisager une collaboration et d'éviter que les personnes puissent modifier le document sur lequel on souhaite travailler dans la journée. On a ces deux boutons check-in et check-out qui permettent de gérer cette partie. De manière plus générale, dans ESG-CDM, on va aussi créer des accès. Donc, on va utiliser le bouton affectation, par exemple sur cette partie environnement, pour définir qui a accès en écriture à quelle sous-partie. Donc, on le voit ici, lorsque je vais modifier mes accès, je vais pouvoir donner des accès plus fins de type lecture à un nouvel utilisateur. Donc, je vais simuler que je suis relecteur sur le chapitre environnement. Je vais donc simplement venir cocher la case Reader sur le chapitre environnement. Et en enregistrant, je vais désormais, lorsque je me connecterai plus tard sur la partie environnement, je ne pourrai plus l'éditer. Et donc, évidemment, dans le processus, on a ce bouton aussi Workflow, qui va nous permettre de simuler un processus de validation des sous-parties ou des chapitres. Là, vous voyez, on a 4 étapes classiques, Inedit, Submit, Approve, avec évidemment la première étape qui est Closed. Donc, en fonction de l'avancement du document, on va pouvoir utiliser ces boutons Soumettre, Valider, Approuver pour simuler le processus complet. Et bien entendu, lorsque un document est approuvé, de manière plus générale, on peut avoir une vue globale de l'avancement du processus sur le document maître, donc quand on va se positionner sur le rapport de durabilité. Là, évidemment, ici, on voit qu'on a 15 documents qui sont encore en édit et qui nécessitent d'être soumis et ensuite approuvés. Dans ESG-CDM, on a aussi la traçabilité. Donc, sur chaque sous-document ou document, on a le bouton version qui permet de voir l'ensemble des versions qui ont été stockées dans l'outil avec les différentes actions. Donc là, par exemple, ici, on avait fait un push tout à l'heure, un combine, une sauvegarde. Chaque document a été enregistré dans l'outil. Et il est possible de faire une comparaison de versions pour pouvoir consulter qu'est-ce qui a bougé entre une V1 et une V3, par exemple. Et cela va simplement ouvrir un document Word avec les accès de modification que nous connaissons dans Word. Il est possible aussi de promouvoir, de restaurer une version. Alors, petit aparté ici pour vous montrer que, étant donné qu'on est connecté dans Word et Excel, on est capable d'utiliser l'IA de Word, l'IA d'Office, donc avec la partie copilote. L'idée, c'est de pouvoir, dans un premier temps, par exemple, collecter les informations qualitatives au niveau de SGO, et ensuite d'utiliser Copilot ici pour les résumer, pour les enrichir. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser le menu ESGO CDM, le panel qui est juste ici, pour importer les données qui viennent de notre campagne, qu'on aurait collectées au niveau directement de la plateforme. Et lorsqu'on va connecter les données fines, on va pouvoir utiliser ensuite le Copilot pour faire un résumé et proposer une politique, par exemple, globale. À la fin du processus, on aura le dernier bouton qui est le bouton Export qui nous permettra d'exporter le document de deux manières, soit au format Word pour être modifié par une agence de design par exemple, soit au format PDF pour ensuite être directement utilisé dans un outil de tagging pour envisager le tagging XBRL qui sera exigé d'ici 2 ou 3 ans environ. Donc, on peut directement ouvrir le document PDF ou Word qui s'ouvre grâce au menu ici, qui nous permet d'ouvrir le document directement
dans notre outil bureautique et de pouvoir consulter l'ensemble du document qui aura été préparamétré dans la partie CDM. Donc, voici de manière globale comment est-ce qu'on peut travailler dans ESGO pour pouvoir collecter l'information quantitative, qualitative de manière unitaire ou en masse, et ensuite les restituer dans Excel pour les préparamétrer en termes de charte graphique, pour enfin les transférer dans la partie rapport de durabilité finale, pour ensuite être tagués lorsqu'on aura besoin de les taguer avec un outil de tagging spécifique. Merci Arnaud, merci Vinicia pour cette démonstration. On va regarder si vous avez des questions, si vous avez posé des questions dans la section questions-réponses. Oui, en effet, il y a quelques questions. Alors, est-il possible de rajouter des indicateurs spécifiques à l'activité de l'entreprise? Je pense que oui, en effet, hein, c'est comme on l'a dit dans la démonstration, dans l'outil, la mise à jour des référentiels est régulière d'un côté et puis d'autre part, si vous avez un indicateur qui est spécifique à votre métier, il est tout à fait possible de rajouter. Deuxième question, combien de temps pour installer ESGO? Alors, c'est assez court en fait. On peut compter pour un projet standard peut-être 2 à 3 mois pour le mettre en place. Voilà, si c'est un projet plus personnalisé, c'est vrai que ça peut être un peu plus long. Et puis, ça va dépendre un peu à la fois du degré de maturité du groupe sur le sujet et puis de ce qu'il y a à mettre en place comme interface. En fait, souvent, la question, c'est l'origine des données et comment est-ce qu'on va les récupérer pour les mettre dans ESGO. Il y a aussi la question de la double matérialité qui préoccupe un peu tout le monde. Est-ce que l'outil permet de gérer l'analyse de double matérialité? Oui, une bonne partie de l'analyse peut être réalisée via l'outil, comme Vénitia vous l'a montré, notamment la partie questionnaire, qui peut être très facilement réalisable dans l'outil ESGO et gérer les résultats également, pour pouvoir insérer par la suite dans le rapport de durabilité la matrice de double matérialité. Voilà, il y a également une question sur les références sur la plateforme. Comme on disait au début, en fait, il y a déjà quand même pas mal de clients sur cette plateforme, hein, plus de 120, je crois que on est même plutôt près de 150 clients aujourd'hui. Donc oui, il y a pas mal de références qui l'utilisent. Voilà, donc c'est une solution éprouvée. Et une dernière question, cette fois-ci, qui concerne les coûts de la mise en place de SGO. Alors, comme on est il y a à la fois les coûts finalement de licence et puis des coûts de projet. Sur les coûts de licence, on est sur une solution SaaS, donc c'est des redevances annuelles avec une partie de prix de base de la plateforme, hein, de l'accès, et une partie liée au nombre d'utilisateurs. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un pricing spécifique pour des groupes de plus petite taille. Donc voilà, on peut arriver à un prix raisonnable pour des groupes qui sont plus petits. Et puis après, il y a la partie projet, en fait, où là, c'est du consulting et du temps passé pour accompagner le groupe. Il y a également une dernière question sur le carbone. Oui, l'outil peut s'adapter aux différentes méthodes. Là, on a montré la CSRD avec la méthode GHG protocole, mais également on peut parfaitement jongler avec la méthode bilan carbone et de ce fait identifier les différents périmètres via la hiérarchisation, que ce soit en Europe ou dans le monde. Par ailleurs, donc, il y a des facteurs d'émission qui sont déjà disponibles dans l'application et on peut rajouter aussi ses propres facteurs d'émission. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions et on est dans le timing. Donc, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Il sera disponible pour le jouer en replay hein, si vous avez des personnes avec qui vous voulez le partager et qui n'ont pas pu assister. Voilà, merci à tous et bonne journée. Merci. Au revoir.